La veille de Noël 1944. Au plus profond des forêts gelées de Belgique, Meinrad von Loschert se tenait à côté de son semi-chenillé de commandement, étudiant une carte à la lueur d'une lampe torche. Sa 2e Panzerdivision venait d'accomplir ce que les renseignements alliés disaient être impossible. Ils avaient percé les lignes américaines, parcouru 100 km vers l'ouest en 8 jours et se trouvaient maintenant à seulement 6 km de la Meuse, le dernier obstacle naturel avant les routes ouvertes vers Anvers. Sur le papier, Loschert commandait une force formidable. Des chars Panther avec des canons de 75 mm capables de percer 3 pouces de blindage à 1800 mètres. Des équipages vétérans qui s'étaient battus de Kursk à la Normandie. Et derrière lui, tout le poids de la dernière grande offensive allemande. 3 armées, 200 000 hommes, conçus pour couper le front allié en deux. À l'aube de Noël, Loschert comprendrait que sa division était systématiquement détruite par un ennemi que sa formation ne l'avait jamais préparé à affronter. 16 décembre 1944, 5h30. La forêt des Ardennes explosa avec le plus grand barrage d'artillerie que le front occidental avait vu depuis le jour J. 1400 canons allemands tirèrent simultanément le long d'un front de 130 km. Dans les positions américaines, faiblement tenues par des divisions inexpérimentées se reposant après la brutale campagne de la forêt de Hürtgen, le monde devint feu et acier. La division Panzer de Loschert attaqua en tant que partie du 47e corps blindé du général Heinrich von Luttwitz. Leur mission, percer la 28e division d'infanterie américaine, foncer vers les ponts de la Meuse à Dinant, traverser avant que les Américains ne puissent les faire sauter, puis se diriger vers le nord, vers Anvers. La vitesse était primordiale. Toute l'offensive dépendait de la capture des dépôts de carburant américains intacts, car les usines de carburant synthétique allemandes, bombardées sans relâche par la 8e Air Force, ne pouvaient de plus répondre aux besoins de la Wehrmacht. Les premières 48 heures se déroulèrent exactement comme prévu. Les unités américaines, prises complètement par surprise, se replièrent dans la confusion. Au 18 décembre, les Panthers de Loschert avaient avancé de 50 km. Au 20 décembre, ils avaient contourné Bastogne par le nord, laissant ce combat à d'autres unités et avançaient vers la Meuse. La division de Loschert avançait avec la confiance des vétérans. Ce n'étaient pas les recrues vertes qui remplissaient les divisions allemandes fin 1944. C'étaient des hommes qui avaient survécu à 3 ans de combat sur le front de l'Est. Ils savaient comment se déplacer vite, comment exploiter les brèches, comment garder l'ennemi déséquilibré. Leurs chars Panther, 60 tonnes de blindage incliné et de canons longs de 75 mm, étaient techniquement supérieurs à tout ce que les Américains alignaient. Mais il y avait un problème que Loschert ne pouvait pas voir depuis son véhicule de commandement. Un problème qui deviendrait catastrophique à la veille de Noël. Sa division fonctionnait à vide. Les Allemands avaient prévu de capturer les dépôts de carburant américains à Stavelot, Malmedy et d'autres points clés. Mais les ingénieurs américains, même en se repliant, détruisirent ou évacuèrent systématiquement chaque dépôt de carburant sur la route allemande. Lorsque le Kampfgruppe Piper, la pointe de la première division SS Panzer, atteignit Stavelot le 17 décembre, ils trouvèrent l'immense dépôt de carburant vide, 11 millions de litres d'essence disparus. Les Tigers et Panthers de Piper, qui consommaient 5,6 litres par kilomètre, s'arrêtèrent net. Loschert faisait face à la même crise. Au 22 décembre, sa division avait repris son avancée après l'éclaircissement du temps. Mais chaque kilomètre vers l'ouest étirait ses lignes de carburant plus fines. Les routes derrière lui, des chemins forestiers sinueux et étroits des Ardennes, étaient engorgées de véhicules de ravitaillement essayant d'apporter le carburant dont ces Panthers avaient désespérément besoin. Et maintenant, autre chose se produisait dans le ciel au-dessus. Le temps s'était dégagé. Pendant 6 jours, un brouillard épais et des nuages bas avaient cloué au sol les avions alliés. Ce brouillard était le plus grand allié de l'Allemagne. Il neutralisait l'écrasante supériorité aérienne américaine qui avait dévasté les mouvements de la Wehrmacht depuis la Normandie. Mais le 23 décembre, le ciel se dégagea et avec lui vinrent les chasseurs bombardiers. Des républiques P-47
Thunderbolt, 7 tonnes de Führer à moteur radial, chacun transportant 900 kg de bombes et 8 roquettes de 12,7 cm. Ils vinrent par vagues, des douzaines, puis des centaines. Ils ne chassaient pas des cibles spécifiques. Ils chassaient tout ce qui bougeait sur les routes menant aux lignes de front allemandes. Les colonnes de ravitaillement de Loschert, rampant vers l'avant sur les routes forestières, devinrent des pièges mortels. Un P-47 repérait un convoi, piquait et larguait ses roquettes à 650 km/h. 8 roquettes, chacune avec une charge explosive de 27 kg, pouvaient détruire une colonne de camions entière en quelques secondes. Les camions-citernes dont Loschert avait besoin, déjà rares, brûlaient sur les routes derrière lui. Mais les unités avancées de Loschert ne le savaient pas encore. Le 24 décembre, son Kampfgruppe de tête, le Kampfgruppe Böhm, plus tard renforcé et renommé Kampfgruppe von Koschenhausen, atteignit le village de Celle, à seulement 6 km de Dinant et de la Meuse. C'était la pointe la plus à l'ouest atteinte par une unité allemande. Depuis Celle, il pouvait voir la vallée de la rivière. La victoire semblait à portée de main. Ce qu'ils ne savaient pas, c'était la réponse américaine qui se formait autour d'eux. Le major-général Ernest Harmon commandait la 2e division blindée américaine, Hell on Wheels. Le 24 décembre, il reçut des ordres urgents, arrêter la pointe allemande à Celle avant qu'elle n'atteigne la Meuse. Harmon avait exactement ce que Loschert n'avait pas, du carburant, des munitions et une liberté de mouvement totale. La 2e division blindée se mit en route avec 390 chars. La plupart étaient des M4A3 Sherman, la variante au canon de 75 mm que les équipages allemands appelaient ironiquement des Ronson, parce qu'ils s'enflammaient au premier coup. Sur le papier, le Sherman était surclassé par le Panther. Le canon KWK 42 de 75 mm du Panther pouvait percer le blindage frontal d'un Sherman à 1800 mètres. Le canon M3 de 75 mm du Sherman devait se rapprocher à 500 mètres pour avoir une chance face au blindage frontal d'un Panther. Mais Harmon ne planifiait pas un combat loyal. Noël 1944, 9 heures. L'attaque commença. Le combat commande A de la 2e division blindée, constituée autour des 66e et 67e régiments blindés, approcha Celle par le nord et l'est. Ils ne chargèrent pas droit sur les positions allemandes. Ils manœuvrèrent. Des pelotons de Sherman se déplacèrent à travers les collines boisées, utilisant le terrain pour réduire la distance avant que les Panthers ne puissent utiliser leurs canons supérieurs. En même temps, les chasseurs bombardiers de la 9e Tactical Air Command remplirent le ciel. Des P-47 Thunderbolt et des P-38 Lightning, coordonnés par des contrôleurs aériens avancés avec les unités au sol, frappèrent toutes les positions allemandes qu'ils purent retrouver. Les Panthers à Celle, déjà à court de carburant, incapables de manœuvrer, devinrent des cibles stationnaires. Loschert, surveillant la bataille depuis son quartier général à plusieurs kilomètres à l'est, reçut des rapports radio de plus en plus désespérés. Son avant-garde était encerclée. Des chars américains attaquaient de multiples directions. Ces Panthers, immobilisés par le manque de carburant, ne pouvaient que faire pivoter leurs tourelles pour engager le combat. Et les avions américains, vague après vague, rendaient tout mouvement suicidaire. La bataille qui suivit ne fut pas le duel de chars dramatique de l'imagination populaire. Ce fut une destruction systématique. Des pelotons de Sherman avançaient vers des positions de tir, engageaient un Panther sur le flanc ou l'arrière où son blindage était vulnérable, puis se retiraient avant que l'équipage allemand ne puisse répondre efficacement. Si un Panther essayait de se repositionner, les P-47 le frappaient avec des roquettes. Si l'infanterie allemande essayait de mettre en place des positions anti-chars, l'artillerie saturait la zone. L'artillerie américaine, tirant avec des munitions illimitées, coordonnées par des observateurs avancés, pouvant demander des tirs de barrage en quelques minutes. À midi, le Kampfgruppe von Koschenhausen avait perdu sa cohésion. Des Panthers individuels livraient des combats isolés, leurs équipages sachant qu'ils n'avaient nulle part où battre en retraite.
Certains équipages abandonnèrent leurs chars et essayèrent de s'échapper à pied à travers la forêt. D'autres combattirent jusqu'à ce que leurs munitions soient épuisées, puis détruisirent leurs propres véhicules pour éviter la capture. Le lieutenant-colonel Hugh O'Farrell, commandant l'assaut du 67e régiment blindé, rapporta plus tard la destruction ou la capture de 82 véhicules blindés allemands dans la poche de sel. Panthers, Panzer IV, semi-chenillés et canons d'assaut. Le nombre exact de chars Sherman impliqués dans l'assaut direct variait selon les secteurs. Mais au minimum, 50 Sherman de multiples compagnies participèrent à l'attaque coordonnée de ce matin. La bataille dura 3 heures de combat intense, suivie d'opérations de nettoyage tout l'après-midi. Au soir du 25 décembre, le Kampfgruppe von Koschenhausen avait cessé d'exister en tant que force combattante. Environ 600 soldats allemands s'échappèrent à pied, abandonnant tous leurs véhicules et équipements lourds. Les autres furent tués ou capturés. Locher, recevant les rapports finaux, comprit immédiatement. Sa pointe de division, ses troupes les plus expérimentées, son meilleur équipement était en partie, et avec eux toute chance d'atteindre la Meuse. Locher se tenait dans la coupole de son semi-chenillé de commandement, les jumelles pressées contre les yeux, regardant la lisière de la forêt à 2 kilomètres à l'est. Il était 13h20 le 24 décembre et il venait de recevoir le rapport qui lui retournait l'estomac. Blindés américains, au moins un bataillon, se dirigeant vers Celle depuis 3 directions. Son officier des transmissions l'appela depuis l'intérieur du véhicule. Le contact radio avec le Kampfgruppe s'interrompait. Il rapportait des jabos au-dessus. Beaucoup de jabos. Locher n'avait pas besoin de demander combien. À travers le ciel gris d'hiver, il pouvait déjà les entendre. Le rugissement caractéristique des moteurs radio que chaque soldat allemand avait appris à craindre. Des P-47 Thunderbolt. Et là où il y avait des Thunderbolt, des chars Sherman suivraient dans l'heure. Il descendit et étala sa carte tactique sur le capot du semi-chenillé. La situation était claire et elle était catastrophique. Sa pointe de division, le Kampfgruppe von Koschenhausen, l'unité avec laquelle il était, se trouvait à Celle avec peut-être 40 Panthers et Panzer IV opérationnels. Derrière eux, s'étirant sur 15 km de route forestière, le reste de la 2e Panzer Division était éparpillé en une colonne vulnérable. Pas de carburant pour manœuvrer, pas de couverture aérienne, et maintenant des blindés américains se rapprochant de multiples directions. Son officier des opérations lui remit le rapport sur le carburant. Assez pour déplacer chaque Panther peut-être de 8 km. Les Panzer IV, peut-être 12. 8 km. La Meuse était à 6 km. Il pouvait l'atteindre. Mais ensuite quoi? Traverser sur quel pont? Avec quel carburant pour continuer l'avance? Avec quel soutien des unités qui étaient elles-mêmes à court de carburant? À 13h45, les premiers obus d'artillerie américains commencèrent à tomber à la périphérie de Celle. Pas un bombardement préparatoire, juste des tirs de réglage, méthodiques et précis. Les Américains ne se précipitaient pas. Ils préparaient une destruction systématique. L'opérateur radio de Locher lui tendit un casque. Son commandant de division était sur le réseau de commandement, appelant de l'arrière. Le message était bref et n'offrait aucune solution. « Tenez, Celle, des renforts sont organisés. Un convoi de carburant est en route. » Locher savait ce que cela signifiait. Il n'y avait pas de renfort. Il n'y avait pas de convoi de carburant. On lui disait de sacrifier son Kampfgruppe pour gagner du temps pour le reste de la division afin qu'elle se retire. À 14h20, Locher regarda la première vague de blindés américains émerger de la forêt au nord-est. Des chars Sherman se déplaçant en formation de manuel. Peloton de tête, peloton de soutien. Réserve. Professionnel. Prudent. Écrasant. Il ordonna à son officier des opérations de les compter. 10, 15, 20. Le compte continua à mesure que d'autres Sherman apparaissaient. 30, 40. 40 chars Sherman dans la première vague seuls. Et derrière eux, Locher pouvait en voir d'autres. Des M4, des chasseurs de chars M10, des semi-chenillés transportant de l'infanterie. Ce n'était pas une attaque de diversion. C'était tout un combat commande blindé américain, et il était venu à Celle spécifiquement pour détruire la 2e Panzer Division.
Les commandants de compagnie de Panthers avaient déjà positionné leurs véhicules, utilisant des bâtiments et le terrain comme couverture. Le Panther était supérieur au Sherman à presque tous les égards mesurables. Blindage plus épais, canon plus puissant, meilleure optique. Dans un combat direct, un Panther pouvait affronter 3 Sherman. Mais ce n'était pas 3 Sherman, c'était 40. Et d'autres arrivaient. À 14h35, le premier engagement éclata sur la bordure nord de Celle. Un Panther de la 3e compagnie tira et un Sherman explosa, sa tourelle s'élevant dans un jaillissement de flammes. Les autres chars américains se dispersèrent immédiatement et commencèrent à riposter, n'essayant pas de percer le blindage frontal du Panther, mais visant systématiquement ses chenilles, ses optiques, ses flancs. Son opérateur radio rapporta 5 minutes plus tard. 3 Sherman détruits, mais les Américains continuaient d'avancer. Pour chaque Sherman détruit, 2 autres apparaissaient. Locher comprenait ce qu'il regardait. C'était l'arithmétique de la puissance industrielle américaine rendue visible. Les États-Unis produisaient 2000 chars Sherman chaque mois. L'Allemagne en construisait 385 Panthers. Les Américains pouvaient se permettre de perdre 3 chars pour en tuer un Panther et gagner quand même l'échange. La voix de son opérateur radio retentit. Hauptmann Deinbach rapportait que sa compagnie était réduite à 6 Panthers opérationnels. Il demandait la permission de se replier. La transmission s'arrêta dans une rafale de bruit statique. À travers ses jumelles, Locher vit pourquoi. Des P-47 effectuaient leur passe d'attaque, des roquettes filant vers les positions allemandes. Un Panther prit un coup direct et s'enflamma. Un autre, essayant de se repositionner, perdit une chenille et devint immobile. Une cible fixe. Son officier des opérations pointa vers le sud. Plus de Sherman. Toujours plus. À 15h10, Locher fit le calcul que tout commandant redoute. Il avait perdu 3 commandants de compagnie en 2 heures. 17 Panthers détruits ou immobilisés. Les munitions étaient à un niveau critique, et les Américains étaient maintenant en train d'encercler complètement Celle. À 15h35, Locher donna l'ordre qu'aucun commandant de Panzer ne veut donner. Détruisez ce que nous ne pouvons pas emporter. Son officier des opérations le fixa. Locher expliqua qu'ils se replieraient vers le sud-est vers leur propre ligne. Chaque véhicule qui pouvait bouger devait bouger maintenant. Tout le reste, Panthers, semi-chenillés, camions de ravitaillement, grenades thermites dans les moteurs. Ils ne laisseraient pas de Panzers opérationnels aux Américains. Le réseau radio éclata de confirmations, de protestations, de demandes de clarification désespérées. Locher les coupa tous. Exécutés immédiatement. Ils bougeraient dans 15 minutes. Ce qui suivit fut un chaos contrôlé. Les équipages se bousculèrent pour transférer les munitions, le carburant et le personnel blessé vers les véhicules qui pouvaient encore bouger. Les ingénieurs placèrent des charges de démolition sur les Panthers immobilisés. Des grenades thermites, conçues pour brûler à travers les blocs moteurs, furent activées et jetées dans les chars qui n'avaient plus de carburant. Locher regarda un commandant de Panther, un jeune lieutenant qu'il avait décoré il y a seulement 3 semaines, sortir de son char, placer la grenade thermite et s'éloigner alors qu'un feu blanc et chaud commençait à consumer le moteur. Le visage du lieutenant ne montrait aucune émotion, juste de l'épuisement. À 16h, seulement 12 Panthers restaient immobiles. À 16h15, 8. Les Américains ne les laisseront pas se retirer proprement. Des chars Sherman poussaient maintenant dans Celle depuis 3 côtés et les P-47 étaient revenus pour une autre frappe. À 16h30, le semi-chenillé de commandement de Locher démarra en cahotant, menant ce qui restait du Kampfgruppe von Koschenhausen vers le sud-est à travers une brèche étroite dans l'encerclement américain. Derrière lui, Celle brûlait. Devant, 10 kilomètres de route forestière grouillaient de patrouilles américaines. Son opérateur radio lui tendit un message du quartier général de la division. Rapport de situation demandé. Locher prit le formulaire de message et écrivit d'une écriture nette et précise « Kampfgruppe von Koschenhausen, inefficace au combat. Perte de véhicules estimée à 70%. Se replie vers les lignes amies. » Il ne mentionna pas les 40 chars Sherman qui les chassaient encore.
Il ne mentionna pas les P-47 qui reviendraient à la première lumière. Il n'avait pas besoin de le faire. Les chiffres racontaient l'histoire. À la tombée de la nuit du 24 décembre, Locher avait atteint les lignes allemandes avec 140 hommes et 4 Panthers opérationnels. Il avait commencé la journée en commandant un Kampfgruppe de 800 hommes et 42 véhicules blindés. Les Américains rapportèrent la destruction ou la capture de 82 véhicules blindés allemands à Celle, Panthers, Panzer IV, semi-chenillés, canons automoteurs. Ce fut l'engagement le plus décisif de la bataille de la Poche sur le flanc nord et il marqua la pénétration la plus à l'ouest de toute l'offensive allemande. Mais pour Locher, assis dans une ferme gelée cette nuit-là, rédigeant son rapport d'après-action, les chiffres signifiaient quelque chose de différent. Chaque panthère détruit représentait un équipage. 5 hommes entraînés pendant des mois, maintenant morts ou capturés. Chaque semi-chenillé abandonné représentait de l'infanterie qu'il avait commandée, marchant maintenant à travers le territoire ennemi ou assise dans des cages de prisonniers américaines. Son officier des opérations lui apporta du café. Du vrai café, obtenu d'on ne sait où. Les hommes demandent ce qui se passe maintenant. Locher leva les yeux de son rapport. Ce qui se passe maintenant? La vérité était évidente, mais impossible à dire à voix haute. L'Allemagne venait de dépenser ses dernières réserves mobiles dans une offensive qui n'avait rien gagné et tout perdu. Les Américains remplaceraient leurs pertes en une semaine. L'Allemagne ne le pourrait jamais. Il leur dit qu'ils se regrouperaient, recevraient des remplacements, se prépareraient pour la prochaine opération. Mais il n'y aurait pas de remplacement. Les usines qui construisaient les Panthers étaient bombardées jour et nuit. Les raffineries de carburant étaient détruites. Les écoles de formation n'avaient plus d'instructeurs. Ils avaient tous été envoyés au front comme infanterie d'urgence. À Celle, Locher avait appris la vérité centrale de la guerre industrielle. Le courage et la compétence tactique ne signifiaient rien face à un ennemi qui pouvait simplement construire plus de chars qu'on ne pourrait jamais en détruire. Les Américains n'avaient pas besoin de meilleurs chars. Ils avaient juste besoin de plus de chars. Et ils les avaient. 3 jours après Celle, le 27 décembre, Locher reçut l'ordre de se présenter au quartier général du Field Marshal Model. Il fit le voyage dans une Kübelwagen réquisitionnée, roulant sur des routes encombrées de colonnes allemandes en retraite, des hommes à pied, des chariots tirés par des chevaux, l'occasionnel semi-chenillé boitant vers l'est sur des suspensions endommagées. L'offensive s'effondrait, pas de façon spectaculaire, pas dans une seule défaite catastrophique, mais dans un millier de petites redditions comme celle de Celle. Des unités à court de carburant étaient détruites. Des bataillons avançaient trop loin et étaient encerclés. Des Kampfgruppen qui semblaient formidables sur papier arrivaient au front avec la moitié de leurs véhicules en panne sur les routes belges. Le quartier général de Model occupait un bunker en béton, près de Saint-Vite. À l'intérieur, les officiers d'état-major bougeaient avec l'efficacité prudente d'hommes gérant un désastre. Locher attendit 40 minutes avant d'être conduite au bureau de Model. Le maréchal paraissait 10 ans de plus que lorsque Locher l'avait vu pour la dernière fois en novembre. Model désigna une chaise sans préambule. Il avait lu le rapport sur Celle. 42 véhicules contre 4. Il voulait une explication. Locher s'était préparé. Ils avaient rencontré des éléments de la 2e division blindée américaine en force écrasante. Estimation. 2 bataillons de chars Sherman avec une supériorité aérienne totale. Ils étaient à court de carburant, incapables de manœuvrer. Model l'interrompit. Il connaissait la situation tactique. Ce qu'il voulait savoir était ceci. Les Panthers pouvaient-ils tuer les Sherman? Oui. Ils avaient détruit au moins 30 chars américains. 30! Model se renversa en arrière. Et il continuait d'arriver. Ce n'était pas une question. Locher ne dit rien. Model se leva et marcha vers une carte des Ardennes épinglée au mur. Des flèches rouges, les avancées allemandes, avaient été tracées avec des traits confiants 1 semaine plus tôt. Maintenant, elles étaient effacées, redessinées, raccourcies. Le personnel du renseignement lui avait dit quelque chose de remarquable. Les Américains
avait perdu plus de chars dans la première semaine de cette offensive que l'Allemagne n'en avait détruit durant tout l'été 1944. Et pourtant, leur force en chars augmentait. Comment combattre un ennemi comme ça? Locher n'avait pas de réponse. Model ne semblait pas en attendre une. Model reconnut que Locher était un bon officier qui avait fait ce qu'il pouvait à Celle. Mais cette offensive, il fit un geste vers la carte, un geste de futilité. Ils avaient tout misé sur atteindre Anvers avant que les Américains ne puissent réagir. Ils n'avaient pas atteint Anvers, ils n'avaient même pas atteint la Meuse. Et maintenant, il ne leur restait plus rien à miser. La réunion se termina 5 minutes plus tard. En quittant le bunker, Locher passa devant un officier des transmissions, affichant de nouveaux rapports de pertes. 2e Panzerdivision. 62% de pertes de véhicules, 41% de pertes humaines. 12e, S Panzerdivision. Chiffres similaires. Première, S Panzerdivision. Pire. La dernière réserve mobile de l'Allemagne avait été détruite en 2 semaines. Le 15 janvier 1945, Locher était assis dans un poste de commandement de fortune à l'est du Rhin, lisant des rapports de renseignement sur la production de chars américains. Les chiffres étaient stupéfiants. 17 500 chars Sherman produits en 1944 seulement. En comparaison, l'Allemagne avait construit 6 000 Panther et Panzer IV combinés. Mais ce n'était pas seulement les chars. C'était tout. Les Américains avaient produit 96 000 avions en 1944. L'Allemagne, 40 000. Les Américains avaient 2,3 millions de camions acheminant du ravitaillement vers le front. L'Allemagne utilisait des chevaux. Son nouvel officier des opérations, le 3e depuis décembre, entra avec un rapport de situation. Les Panthers de remplacement étaient arrivés. 7 véhicules. 7 Panthers pour remplacer les 42 perdus à Celle, et ces 7 avaient été retirés d'unités d'entraînement avec des équipages formés en 8 semaines au lieu des 6 mois que les équipages originaux de Locher avaient reçus. Cette nuit-là, Locher écrivit une lettre à sa femme. Il ne mentionna pas Celle directement. La censure ne l'aurait pas permis. Mais il écrivit autour. Il avait appris que les guerres ne sont pas gagnées par les soldats les plus courageux ou les meilleurs chars. Elles sont gagnées par le camp qui peut construire plus de chars que l'ennemi ne peut en détruire, puis en construire encore plus. C'était la leçon de Celle, écrite dans l'épave de 82 véhicules blindés allemands et les corps de 600 hommes. Le Panther était supérieur au Sherman dans toutes les spécifications techniques, mais l'Amérique pouvait construire 4 Sherman pour chaque Panther produit par l'Allemagne et pouvait remplacer les pertes en semaines au lieu de mois. La bataille des Ardennes se termina officiellement le 25 janvier 1945. Pertes allemandes, 100 000 victimes, 800 chars détruits, 1000 avions perdus. Les pertes américaines étaient plus élevées en nombre brut. 80 000 victimes, 733 chars détruits. Mais en 3 semaines, chaque unité américaine était de retour à pleine puissance. L'Allemagne ne s'en remit jamais. Les panzers perdus dans les Ardennes, à Celle, à Bastogne, à 100 autres carrefours oubliés, représentaient la dernière réserve mécanisée de la Wehrmacht. Lorsque les Alliés traversèrent le Rhin en mars, ils firent face à une armée qui pouvait à peine bouger. Locher survécut à la guerre. En 1946, assis dans un camp de prisonniers britanniques, il fut interrogé par des historiens militaires américains étudiant la bataille des Ardennes. Ils lui demandèrent de Celle, du moment où il avait réalisé que l'offensive avait échoué. Sa réponse fut précise. À 14h20, le 24 décembre, quand j'ai compté 40 chars Sherman émergeant de la forêt et su qu'il y en avait 40 autres derrière eux et encore 40 derrière ceux-là. Nous aurions pu tous les détruire toute la journée et ils auraient continué d'arriver. C'est à ce moment-là que j'ai su. L'engagement à Celle dura 3 heures. Il détruisit la 2e Panzerdivision en tant que force combattante et marqua le point culminant de la dernière offensive de l'Allemagne. Mais sa véritable signification était plus simple. Ce fut le moment où l'excellence tactique rencontra la réalité industrielle, et la réalité industrielle l'emporta. Les Américains n'avaient pas besoin de meilleurs chars,
Ils avaient juste besoin de plus de chars. Et à Celle, un après-midi glacial 4 jours avant Noël, cela s'avéra suffisant.